Aujourd'hui dans Affaires sensibles, le monstre du Loch Ness, un animal merveilleusement insaisissable. Il était une fois les Highlands de l'Écosse, terre de brume et de légendes, déchirées par les eaux sombres des lochs, des centaines de lacs peuplés, dit-on, d'étranges créatures. La plus connue d'entre elles s'appelle Nessie, monstre aquatique à deux bosses, au long cou gracieux et à la timidité maladive. Depuis presque un siècle, en effet, ils ne sont que quelques milliers à l'avoir vu, entreaperçu, deviné parfois. Certains, plus chanceux, l'ont photographié et même filmé. Si, regarde bien là, cette petite tache noire à la surface. Quelques secondes et Nessie déjà s'en est retourné au fond des eaux. Il faut le voir pour le croire. Et si vous n'avez pas cette chance, vous pourrez toujours acheter une carte postale en souvenir. Bien. Mais comment naît une légende ? Pourquoi persiste-t-elle au-delà même des démentis scientifiques ? Simple coup marketing ou impérieuse nécessité de croire à l'impossible ? Et d'ailleurs, si c'était vrai, cette histoire de monstre préhistorique, rêvons un peu. Notre invité aujourd'hui, Éric Buffetot, paléontologue et directeur de recherche au CNRS. En 2016, il publie aux éditions du Cavalier Bleu À la recherche des animaux mystérieux, idées reçues sur la cryptozoologie. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Margot Pinel, coordination Christophe Barrère, réalisation Étienne Bertin. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Vendredi 14 avril 1933. Par un bel après-midi de printemps dans les hautes-terres écossaises, Mr. and Mrs. Mackay, un couple d'hôteliers de Drumnadrochit, village au bord de l'eau, longent en voiture la rive nord du Loch Ness. Cette nouvelle route nationale reliant Inverness, capitale culturelle des Highlands, à Glasgow, est une aubaine pour ces commerçants qui voient enfin leur région reculée et sauvage s'ouvrir un peu au tourisme. De la fenêtre du véhicule, Aldi Mackay contemple, rêveuse, ce loch qu'elle aime tant, bordé de collines et de forêts. Grâce aux travaux d'aménagement, elle peut désormais admirer sans entrave toute l'étendue du Grand Lac d'Écosse, 40 km de long, 2 km de large et une profondeur de 270 mètres. Regarde John, qu'est-ce que c'est là-bas ? S'exclame soudain Aldi. Au loin, à la surface de l'eau, un étrange bouillonnement. Alors John freine brusquement, et pendant plusieurs minutes, mari et femme observent, bouche bée, un énorme animal roulant sur lui-même et plongeant à plusieurs reprises dans du gerbe d'écume. De retour chez lui, le couple contacte Alex Campbell, garde-pêche du loch et correspondant du journal local The Inverness Courier. Cependant, les témoins ne souhaitent pas que leur nom soit cité de peur qu'on les accuse de vouloir faire de la publicité pour leur hôtel. Ainsi, 2 semaines plus tard, le 2 mai 1933, leur témoignage anonyme est publié en une au titre accrocheur « Étrange spectacle sur le Loch Ness ». Qu'était-ce ? L'hypothèse en mystère, sous la plume de Campbell, la créature est rebaptisée le monstre du Loch Ness. C'est l'acte de naissance d'une très longue saga. En quelques jours, la merveilleuse histoire du couple Mackay s'étale dans toute la presse, du Daily Mail au Daily Express, de Glasgow à Londres, comme un souffle d'air frais en cet été caniculaire, une joyeuse distraction en fait en ces temps troublés. 1933, année des monstres. Adolf Hitler devient chancelier d'Allemagne et la Grande-Bretagne, emportée par le crash de 29 et la Grande Dépression américaine, s'enlise à son tour dans le chômage. Nessie, comme on le surnomme désormais affectueusement, devient l'enfant prodige d'une Europe aux abois. Un monstre aux odeurs aussi. La région des Highlands enregistre en effet un record d'affluence. Durant tout l'été, sur les rives du Loch Ness, badauds et journalistes se précipitent pour voir celui dont tout le monde parle et que personne ne voit, ou si peu. 9 juin 1933, mystérieux poisson dans un loch écossais. Un monstre aurait été vu à Fort Augustus. 28 juin, 2 hommes et 2 femmes qui faisaient du bateau sur le Loch Ness ont eu aujourd'hui une aventure désagréable mais excitante. Le monstre surgit hors de l'eau à environ 50 mètres de leur embarcation. Une des femmes s'évanouit.
22 juillet. Des touristes londoniens qui circulaient en voiture voient apparaître devant eux un monstre de forme allongée, traverser la route, puis disparaître dans l'eau du lac. 12 août, une tentative doit être faite pour photographier le monstre du Loch Ness par le capitaine Ellis Ford, photographe amateur bien connu. Il est arrivé aujourd'hui à Inverness avec une grande caisse de matériel photographique ultramoderne. Il se servira d'un téléobjectif. Hiver brûlant. Alors que l'on pensait que le phénomène Nessie s'est arrivé avec les derniers rayons du soleil, il ne quitte plus les unes des journaux nationaux et bientôt internationaux. De façon légère souvent, sérieuse parfois. On parle alors d'une espèce préhistorique délivrée des entrailles de la Terre par les dynamitages successifs qu'ont exigé la construction de la nouvelle route Inverness-Glasgow. En Grande-Bretagne, les émissions de radio sont interrompues pour donner les dernières nouvelles du monstre. Un journaliste, dépêché sur place, écrit « Je n'ai pas mis longtemps à avoir la certitude que, à une ou deux exceptions près, tous les témoins disaient la vérité. » Et ils sont désormais plus de 20, en effet, à affirmer avoir vu Nessie. Pour de vrai. Cette frénésie n'est pas pour déplaire aux habitants des Highlands. Un peu partout autour du lac, les commerces se transforment en boutiques souvenirs. On y trouve coussins, pelotes à épingles, les couvre-taillères à l'effigie de Nessie, le gentil dinosaure. Dans cette région reculée d'Écosse, au cœur des années 30, l'atmosphère est un peu carnavalesque. Groupes de boys scouts, excursionnistes et scientifiques impavibles sortent leurs appareils photo, allument des feux de camp au bord du loch, déplient les chaises longues et attendent, plein d'espoir. Un cercle de l'ombre annonce une récompense de 20 000 livres pour la capture du monstre vivant. Le parc zoologique de New York surenchérit. Alors, les tentatives s'enchaînent avec les moyens de l'époque, un tonneau, un fil solide, des hameçons et quelques morceaux de poisson pour appâter la bête. En vain. Certains esprits forts parlent alors d'hallucination collective. Seule la preuve photographique fera foi, pense-t-on. Arrive le 13 novembre 1933, prise par un Londonien en vacances, Hugh Gray. Interrogé quelques jours plus tard par le juge d'Inverness, il dépose sous serment. Dimanche dernier, je suis allé faire ma promenade habituelle au bord du loch. Le loch était comme une mare et le soleil brillait. Un objet de dimension considérable émergeait de l'eau, pas très loin de l'endroit où j'étais. J'ai immédiatement préparé mon appareil et j'ai photographié l'animal qui se dressait à plus d'1 mètre de hauteur. Il n'apparut que quelques minutes et puis plongea hors de vue. Le 6 décembre 1933, la photo est publiée accompagnée d'une déclaration officielle de Kodak attestant que le négatif n'est pas retouché. Bien. À vrai dire, on n'y voit pas grand-chose. Non, juste une forme très floue, en très gros plan. Mais peu importe, la fièvre monte. Un magnat de l'assurance va jusqu'à embaucher 20 chômeurs pour surveiller le lac. Il semble qu'ils aient fini par apercevoir un phoque. Mais le 19 avril 1934, un an après la première apparition du monstre aux yeux du couple Mackay, eh bien c'est le choc. Car le médecin londonien Robert Kenneth Wilson, de passage dans la région, prend la première photo réaliste, celle-là, et crédible, de Nessie sortant du lac. Un cou allongé, une petite tête, quelques moustaches, des remous concentriques tout autour. Hélas, aucun repère ne permet d'évaluer la taille de ce qu'on va appeler l'objet. Des cartésiens incrédules parlent alors d'un tronc d'arbre, d'une loutre, d'un avion allemand échoué, des délires de whisky. Mais dans les milieux zoologiques, règne un mélange de stupéfaction et de perplexité. Et oui, s'il s'agissait réellement d'un animal encore inconnu, comme le chevrotin aquatique, l'hippopotame nain ou l'okapi en leur temps. Le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale laisse ces interrogations en suspens, et Nessie se fait plus discret, ayant bien compris que les hommes étaient occupés ailleurs. L'image, rebaptisée la photographie du médecin, est pourtant restée dans toutes les mémoires. Et dans les années 50, les apparitions du monstre reprennent, les expéditions autour du Loch Ness abondent et les théories fleurissent, emportées par l'engouement d'une nouvelle science, la cryptozoologie. Le néologisme est de Bernard Heuvelmans, brillant et iconoclaste zoologue belge qui publie en 1955 Sur la piste des bêtes ignorées, best-seller, traduit dans le monde entier et vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Il définit alors la cryptozoologie comme l'étude des animaux cachés, encore ignorés par la science, mais souvent connus par les habitants des régions où ils vivent. Son postulat, c'est que l'ère des grandes découvertes zoologiques n'est pas terminée.
comme l'explique ce même Bernard Heuvelmans au micro de l'ERTF le 6 mars 1958. Les gens s'étonnent toujours que puissent exister des bêtes encore d'une taille assez considérable dans des régions, alors qu'on considère que la Terre est bien connue et qu'il n'y a plus de blanc sur la carte. C'est peut-être vrai au point de vue géographique et encore n'est-ce pas absolu. Mais il ne faut pas oublier que lorsqu'on pénètre dans certaines régions, comme la grande forêt tropicale, comme des forêts montagneuses ou des forêts marécageuses, le bruit qu'on fait en y entrant fait immédiatement se cacher tous les animaux qui s'y trouvent. C'est pourquoi d'ailleurs que l'okapi que vous avez vu tout à l'heure est resté si longtemps ignoré, lui qui avec ses bonnes oreilles pouvait entendre venir tous les chasseurs et même les pygmées. Dans le vaste monde, il y a encore de la place pour beaucoup de découvertes zoologiques de grand style sensationnels. Il existe bien des façons de concevoir et de pratiquer la cryptozoologie. Suivant qu'on la prenne au sérieux ou non, elle est soit considérée comme une branche de la zoologie, soit comme une pseudo-science, machine à fantasmes pour grands rêveurs. Dans la pratique, pourtant, ces adeptes s'efforcent d'être fidèles à la rigueur scientifique, quand bien même leur objet d'étude s'appelle l'abominable homme des neiges ou le monstre du Loch Ness. Les cryptozoologues se basent essentiellement sur l'accumulation de témoignages et d'indices concordants. Savoir traditionnel, récits d'indigènes, de voyageurs, chasseurs ou scientifiques, et d'objets tangibles comme des empreintes de pas, des restes anatomiques incomplets, des photos ou des films. Une sorte de science participative qui permettrait de conclure à l'existence d'une espèce animale encore inconnue, d'en proposer une description et de la placer dans la classification zoologique. Voilà pour la théorie. Mais qu'en est-il du monstre du Loch Ness ? Eh bien, disons qu'il occupe une place tout à fait à part dans les annales de la cryptozoologie. Il en constitue même l'une des énigmes les plus célèbres. C'est que l'Écosse protège avec orgueil ses secrets, sa langue ancestrale de gaélique et ses croyances séculaires. Comme l'explique en 1973 Elizabeth Montgomery Campbell, secrétaire générale du Loch Ness Investigation. En Écosse Nord, il y avait beaucoup de contes et de légendes, des fées, des fantômes, présages, monstres, etc. C'est un peuple très superstitieux. Et car c'est un pays de lacs et de rivières, il y a beaucoup de contes concernant l'eau. Néanmoins, on trouve au fond un noyau d'histoire qui semble réel, parce qu'ils décrivent la conduite tout à fait animale, sans mystique et sans magie. Même aujourd'hui, l'Écosse est un pays assez sauvage, avec peu de communication et très dépeuplé. Et les lacs sont d'une profondeur incroyable. Le monstre veillerait en réalité sur les eaux du Loch depuis plus de 1500 ans. D'après les écrits d'Alumnan, datés de l'an 565, Saint Colomba, moine missionnaire chrétien, aurait chassé des eaux de la rivière Ness un monstre qui s'était attaqué à un pêcheur. Aucune description précise de cet être redoutable dans le texte latin original, certes, mais il y a fort à parier que l'épisode est avant tout symbolique. En effet, la dite créature ressemble beaucoup à ces fameux kelpiers, ces chevaux d'eau qui hantent les légendes celtes depuis des millénaires. Pour ses signes de croix et ses prières, le saint homme Colomba dissipe plutôt les croyances païennes qu'un véritable dinosaure d'eau douce. Mais la légende est restée, et Alex Campbell, garde-pêche du Loch de père en fils, se souvient que lorsqu'il était enfant, on promettait aux chenapans de les jeter aux griffes du monstre lacustre. Aujourd'hui encore, il y croit dur comme fer. Et si la photographie du médecin ne nous convainc pas, elle le convainc pas, les dauphins le feront peut-être. Si, les dauphins. Un naturaliste américain s'est donné les moyens de percer le secret du monstre du Loch Ness. Il a dressé 2 dauphins et leur a fixé à chacun sur le dos une caméra automatique. L'appareil se met en route tout seul grâce à un très complexe système de sonar. Si les dauphins rencontrent Nessie, ils lui tireront le portrait et rapporteront la pellicule à leur maître.
Les dauphins, ou plus précisément les dauphines, car il s'agit de femelles, sont paraît-il fort joueuses, un peu trop même. Leur distraction préférée à Miami n'est pas de faire ronronner la caméra, mais de rapporter des requins vivants. Dans les années 60, alors que les technologies modernes se développent, des expéditions de plus en plus sophistiquées se succèdent sur le Loch. En 1962, le bureau d'investigation du Loch Ness est créé dans le but de tenir avec rigueur le recueil de données, témoignages, films et échosonars relatifs à Nessie. Les cryptozoologues, eux, assimilent la créature mystérieuse au plésiosaure, reptile aquatique muni d'un long cou qui arpentait les océans il y a quelques millions d'années. L'équipe de l'institut privé du docteur Robert Rhines, aidée par le MIT, parvient à prendre 2 photos de Nessie sous l'eau. On peut y voir une nageoire géante en forme de losange et le ventre ou le cou d'un grand animal. Ce cliché sert d'ailleurs à donner un nom scientifique à Nessie qui figure désormais parmi la liste des espèces protégées Nessiteras rhombopteryx. Traduction, le monstre du Ness à nageoire losangique. Mais pour certains, l'usage du grec ne fait pas illusion. Ils y voient plutôt la photo d'un gros poisson. Cornette, le cryptozoologue Bernard Heuvelmans, lui-même, enfile une combinaison de plongée, un masque et des palmes. Retour de pêche, sous les caméras de l'émission de l'ORTF, Sherlock au zoo. Je crois vraiment qu'il faut abandonner tout espoir d'étudier les animaux inconnus du Loch en les regardant sous l'eau. On n'y voit pas à 5 mètres de distance. À 15 mètres de profondeur, c'est l'obscurité totale, terrifiante, angoissante. Ce Loch a une profondeur moyenne de 200 mètres, une profondeur maximum de 250 mètres. Alors quand il y a les gens qui vous disent « Mais comment se fait-il qu'on ne puisse pas attraper un de ces monstres, comme on les appelle ?» Il faut vous dire qu'il faudrait construire pour cela des filets immenses qui auraient 2 kilomètres de long et 200 à 250 mètres en profondeur. Alors, que faire? Je crois qu'il faut compter encore une fois sur le hasard. Le hasard, dit Heuvelmans, ce hasard qui fait que chaque moment d'attente sur la rive brumeuse de Loch devient la possibilité d'un surgissement mythique. Oui, on veut croire à cette histoire de Nessie, coûte que coûte. Un désir enfantin, légitime après tout, le rêve fou de partir en éclaireur à la découverte du monde et de ses mystères, à la poursuite d'un animal que très peu ont pu voir de leurs propres yeux. Ces témoins sont d'ailleurs aussi rares que sincères. Comment douter, par exemple, de Violet McIntosh, institutrice de 50 ans, femme sérieuse, qui jure, oui, elle jure, que par une belle soirée d'été, elle a aperçu, je la cite, une créature avec une tête qui ressemblait à celle d'un mouton, un long cou et 3 bosses, et elle n'en démord pas. Et d'ailleurs, elle n'est pas la seule. Florilège. Il y a quelques années, j'ai vu le monstre. J'ai même jeté une pierre sur lui. Quand on dit qu'il n'y a pas de monstre ici, on dit un mensonge. Je souhaite qu'aucune action ne soit faite en vue de le détruire. C'est l'attraction numéro 1 du tourisme en Écosse. Je l'ai vu 3 fois. J'ai vu une grosse bosse au milieu du lac et il allait très très vite dans un grand remous. Ce matin, je l'ai vu de l'autre côté. Il y a 7 ans, j'ai vu le monstre du Loch Ness pendant 5 minutes. Si chacun voulait se rendre à l'évidence, il n'y aurait aucun doute. Un homme du village de Fort Augustus, qui était inspecteur de la pêche, a vu le monstre 9 fois. En 1976, la très austère National Geographic Society de Washington finance ce que l'on peut considérer comme la première expédition sérieuse, avec des technologies modernes et une approche scientifique rigoureuse et impartiale. Le célèbre David Doubilet, photographe de l'impossible, comme le surnomment ses confrères, installe à plusieurs endroits stratégiques du Loch des caméras sous-marines très perfectionnées, reliées en permanence à des sonars ultra sensibles. En pratique, dès qu'un animal, gros ou petit, passe à proximité des objectifs, de puissants projecteurs s'illuminent et l'intrus est enregistré sur des pellicules spécialement mises au point par Kodak. 7 mois
Et des centaines de milliers de dollars plus tard, le développement des films apporte une belle moisson d'informations sur la faune du Loch Ness, saumon, omble chevalier et anguille en pagaille, et puis quelques trésors comme ce bombardier Wellington, abattu en 1939 et conservé presque intact dans la tourbe du Loch. Bien, mais de Nessie, no news. Alors, en juin 1977, le staff de National Geographic publie le premier article sérieusement documenté mettant en doute l'existence de Nessie. Il faudra pourtant attendre encore plus de 10 ans et la titanesque opération Deep Scan pour que meure le fol espoir. Personne n'a encore organisé de chasse à la licorne. Les Britanniques, eux, partent régulièrement à la découverte en Écosse du Loch Ness pour tenter d'y trouver une trace tangible du fameux monstre dont on parle depuis maintenant 1400 ans. Une véritable flottille a été cette fois affrétée pour tenter de débusquer Nessie. Bertrand Vanier est sur le pied de guerre. Si Nessie existait, il faudrait l'engager comme attaché de presse. Pensez donc, pendant 6 heures hier, l'armada de l'opération Recherche Profonde a sondé de long en large le Loch Ness. Instruits par l'expérience, les responsables de Recherche Profonde se gardent bien de promettre la Lune, ou plutôt la capture de Nessie aux journalistes venus du monde entier. Au nom de la précision scientifique, le patron de l'opération se refuse même à prononcer le nom du monstre le plus célèbre de la Terre. Il cherche, c'est vrai, mais on peut se demander s'il espère véritablement trouver. Nous attendons. 1987, au petit matin, 24 bateaux répartis sur toute la largeur du Loch Ness et équipés du dernier modèle de sondeur agrafes, le X-16, commencent leur lente progression vers la rive opposée, 36 km plus loin. Un véritable balayage à coups de stick pendant 9 heures. Pas un centimètre carré du Loch n'est ignoré. Le lendemain, par acquis de conscience, les bateaux effectuent un nouveau passage, mais en sens inverse. À l'aller comme au retour, de puissants ordinateurs décryptent le rideau continu d'informations retransmis aux imprimantes. C'est le summum du matériel utilisé par les pêcheurs et les scientifiques. Les journalistes, eux, venus du monde entier, crépitent d'impatience. Que va révéler l'incessant crépitement des imprimantes? Verdict, le 11 octobre 1987. Une légende s'écroule, le monstre du Loch Ness, malgré des recherches coûteuses au sonar, 1 million de livres sterling, n'a pas donné signe de vie. Le long reptile à l'échine voûtée que de nombreux témoins ont aperçu depuis au moins 50 ans n'existe sans doute pas. Le Loch Ness, ausculté de fond en comble, n'a pas permis de détecter la présence d'un animal vivant. L'expédition a donc pris fin. Nessie est un iconoclaste, a déclaré le chef de l'opération. Les scientifiques enregistrent quand même 3 échos curieux et persistants non loin des ruines du château d'Urquhart, à 200 mètres de profondeur. Impossible cependant de dire s'il s'agit d'un grand animal marin ou d'un tronc d'arbre. La topographie particulièrement accidentée du Loch et ses fonds vaseux rendent les recherches trop difficiles, les images trop ardues à interpréter. Bredouille de leur expédition dans les Highlands. Promis, disent-ils, on ne les y reprendra plus. L'opération Deep Scan, aussi coûteuse qu'infructueuse, sonne donc le glas de l'âge d'or scientifique de Nessie. Mais elle aura eu tout de même un avantage, apporter une connaissance détaillée des profondeurs du Loch, vestige de l'époque glaciaire. À l'intérieur, à peine une dizaine d'espèces de poissons. Le Loch Ness est ce qu'on appelle un lac oligotrope, aux chaînes alimentaires pauvres. Les évaluations les plus optimistes donnent le chiffre de 20 tonnes de poissons. Bien, mais qu'est-ce que cela signifie pour notre chère Nessie? Réponse avec le naturaliste Yves Pacalet dans l'émission La fin des mythes, diffusée sur France 3 en 1999. Si on estime que les monstres sont aussi très gros, il leur faut beaucoup de poissons. Et un calcul relativement simple montre que les poissons du Loch Ness, les saumons, les truites et les poissons apparentés devraient être vraiment très nombreux pour alimenter qui? Pour alimenter non pas un monstre, mais forcément plusieurs. Car la génétique a ses règles incontournables. En dessous d'une population totale comprise entre 50 et 100 individus, la survie de l'espèce est tout à fait impossible. Pouvait être qu'un animal à respiration aérienne, on dit reptile ou mammifère. Il devrait donc avoir besoin de remonter souvent à la surface. Le cryptozoologue Michel Reynal a d'ailleurs fait le calcul. Si son système respiratoire autorise une apnée de 1 heure, importante donc, la créature émergerait du lac pas moins de 900 000 fois par an, ce qui est plutôt incompatible avec la fréquence annuelle des observations. Bois, croix de fer, qu'ils ont vu le monstre, auraient abusé du pur malt.
Assurément non. Et le scientifique Valdemar Lehn avance lui une hypothèse intéressante. Le lac serait en réalité propice au mirage, un phénomène d'inversion thermique qui provoque des distorsions et des agrandissements spectaculaires d'objets tels que les troncs d'arbres ou bien de simples poissons. Un espoir pour le rêve. La célèbre photo du médecin prise en 1934. Le réalisme, répétons-le, était saisissant. 60 ans après, les défenseurs de Nessie l'apportent encore en étendard, ultime bouclier contre ces scientifiques briseurs de rêves. Mais ne vous fiez pas aux images, car elles peuvent en cacher une autre. Révélation, le 13 mars 1994, ou un jour noir pour la légende. Être ou ne pas être, le monstre du Loch Ness avait été photographié dès 1934, un cliché qui avait immortalisé la légende et qui avait fait le tour du monde. Malheureusement, pour les fervents défenseurs de Nessie, on vient de l'apprendre, ce cliché n'était que le fruit d'une parfaite machination. Nessie enfin fixé sur la pellicule, l'affaire fit grand bruit. Oui, mais voilà qu'aujourd'hui, le Sunday Telegraph révèle que Nessie n'était qu'un jouet de bois et de plastique monté sur un sous-marin miniature de 35 cm. Le tout fabriqué par le beau-frère du photographe engagé par le Daily Mail pour débusquer la créature. L'homme a tout avoué avant de mourir en novembre dernier. Il s'est tu pendant 60 ans, non par peur du monstre, mais bien du scandale. Quant au motif de la supercherie, sans doute le photographe en avait-il marre de planquer au bord du Loch Ness. Et pourtant, quel décor! Cette histoire de mystification en rappelle une autre très récente, l'affaire George Edwards. En août 2012, sa photo, la meilleure jamais prise du monstre du Loch Ness, disent les gros titres des journaux, est publiée dans la presse du monde entier. Oh, elle est superbe. Plan large, château d'Urquhart en arrière-plan, lac serein, une belle bosse en mouvement, là, bien au milieu, tout cela est parfait. 1 an et demi plus tard, George Edwards se fait un plaisir d'expliquer aux médias à quel point l'élaboration du canular l'avait amusé et, notamment, la confection de la bosse en fibre de verre. Le dernier objet non identifié date du printemps 2014. Une vue satellite enregistre un très gros objet en mouvement dans le Loch Ness. Une longue vague sombre de 4,50 m environ. Une fois encore, on a voulu y croire, mais l'explication est prosaïque. Les scientifiques expliquent en effet qu'il existe 2 couches thermiques hétérogènes au sein de cette énorme masse d'eau, ce qui peut susciter des vagues subaquatiques géantes allant jusqu'à 40 mètres d'amplitude. Au fil des ans, témoignages et preuves de l'existence de Nessie se multiplient au même rythme que les démentis. Et rien n'y fait. Il y a ceux qui ne lâchent jamais l'affaire. Ils s'appellent Alex Campbell, le gare-pêche, Tim Dinsdale, le Don Quichotte, Adrian Shine, le naturaliste, ou Fred Holiday, le magicien. Une vie entière, parfois, traquer le monstre. Mais enfin, qu'est-ce qui les fait courir ? Pour le cryptologue Bernard E. Helmans, invité de l'émission Radioscopie en 1980, c'est tout simple. Les hommes ont depuis toujours le besoin de s'adonner au merveilleux. Parce qu'il faut dire que, en général, les récits sont agrémentés de détails tout à fait fantaisistes. On disait que les gorilles étaient des êtres sanguinaires qui assommaient les éléphants à coups de poing, qui enlevaient les négresses pour les en abuser, ou bien enlevaient des enfants qu'ils gardaient parfois pendant des mois, et puis qu'ils restituaient à leurs parents. Or, c'est un processus tout à fait normal, c'est la mythification. Lorsqu'un animal est peu connu, et moins il est connu, on remplit les lacunes de notre savoir par une superstructure du mythe qui, je le crois, est inhérente à la construction même de notre cerveau. Mais le mythe n'est pas prêt de mourir, surtout lors des périodes creuses où l'actualité se met elle aussi en vacances. Alors, au moindre événement sur les bords du lac, des dizaines de chaînes de télé débarquent sur le petit port de Drumnachtrochit. Complaisant et médiatique, le monstre déçoit rarement. À chaque fois, il dévoile une forme, une bosse, provoque une gerbe d'eau inexpliquée pour disparaître et laisser le mystère entier. Eh bien, ils reviendront l'été suivant. En 1972, l'expression serpent de mer entre d'ailleurs dans le dictionnaire de la langue française. Définition : monstre marin dont l'existence contestée fournit un thème aux journalistes en mal de copie. Voilà, démonstration.
Et enfin, Lucien Biro, puisque nous sommes déjà en été, vous nous parlez à nouveau du monstre du Loch Ness. 2 ouvriers et plusieurs automobilistes l'ont aperçu. C'est un gigantesque animal noir, ont-ils dit, qui se déplaçait une vingtaine de kilomètres. Une prime d'1 million de livres est offerte à qui rapportera le monstre du Loch Ness. Oui, vous avez bien entendu, ce sont les distillateurs d'un whisky écossais qui ont lancé cette grande campagne de recherche. Il y aura quand même des lots de consolation pour ceux qui auront réussi à photographier le monstre, un double scotch quotidien jusqu'à la fin de leur jour. Un savant ose prétendre que Nessie est morte. La raison invoquée avec preuve à l'appui est que le Loch Ness est pollué. Nessie donc serait morte de faim. Absurdité, répond-on. La preuve de le Loch Ness n'abrite pas qu'un seul Nessie, mais toute une famille de monstres. Mais en fait, tout est possible, rien n'est prouvable. C'est vraisemblablement parce que pendant 3 jours de suite, il ne se passe habituellement pas grand-chose. Vous savez peut-être que le premier lundi d'août est férié en Grande-Bretagne, qu'un grand journal dominical a fait réapparaître le fameux monstre du Loch Ness. Mais cette fois-ci, il ne s'est pas contenté de parler d'un monstre. C'est toute une famille que, selon lui, l'équipe de jeunes diplômés d'Oxford et de Cambridge, qui depuis 3 semaines a planté sa tente au bord du loch, avait découvert. Suivait toute une série d'impressionnants détails. Drukit, 2 centres se disputent les touristes à 100 mètres l'un de l'autre. Le premier, The Official Loch Ness Exhibition Center, présente une exposition très bien documentée qui démystifie pas mal de clichés. Mais on n'est pas complètement maso, laisse la porte ouverte, tout de même à la présence d'une mystérieuse créature. Le centre, avec ses magasins, hôtels et virées sur le lac, emploie plus d'une centaine de personnes. L'autre, The Original Exhibition Center, affiche le ton d'entrée sur une grande pancarte. Nous croyons au monstre. Voilà, comme ça c'est clair. Le reste est à l'avenant. Officiellement, les 2 managers se détestent. En réalité, ils semblent très complices. Car ici, il y en a pour tous les goûts. D'ailleurs, George Edward, capitaine du bateau de croisière Nessie Hunt, pourra vous raconter ce qu'il a vu hier, moyennant 100 livres sterling. Alors Nessie, une arnaque? Non, pas question de céder au cynisme. La clé de l'énigme est probablement qu'il n'y en a pas. Jeu de lumière sur le loch, passage de jeunes loutres, esturgeons ou mirages, cette merveilleuse histoire s'adresse avant tout à notre impérieuse envie de voir, de consigner, de répertorier. Une pulsion scopique à la recherche d'une chimère. Le cryptozoologue Bernard Heuvelmans lui-même disait en 1993 « Le monstre lacustre dissimulé sous des eaux troubles, impénétrable regard, évoque tout ce qu'il y a de pervers, d'inavouable et même d'indicible au fond de nous. Et si le monstre, c'était tout simplement notre incapacité à rêver ?» Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le monstre du Loch Ness. Notre invité, Éric Buffetot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes paléontologue et directeur de recherche au CNRS. En 2016, vous avez publié aux éditions du Cavalier Bleu le livre « À la recherche des animaux mystérieux, idées reçues sur la cryptozoologie ». Alors, il y a des idées reçues, bien sûr, autour de la cryptozoologie. On se dit, qu'est-ce que c'est que ces scientifiques? Sont-ils vraiment des scientifiques? Est-ce que c'est sérieux, tout ça? C'est sérieux et ça ne l'est pas à la fois, parce que dans la cryptozoologie, il y a beaucoup de choses, il y a aussi beaucoup d'intervenants, dont certains, effectivement, sont des scientifiques qui font preuve d'un certain esprit critique, du moins on peut l'espérer, et puis aussi toutes sortes d'autres gens qui ont preuve, en fait, d'une certaine crédulité, parce qu'ils ont envie de croire à certaines choses, à certains êtres mystérieux, et donc qui ne pratiquent pas ce qu'on peut appeler la méthode scientifique. Alors, quels sont les grands succès quand même de la cryptozoologie? Un des grands succès qui est ancien, puisqu'il remonte à 1900, c'est la découverte de l'okapi, ce gros animal qui vit dans les forêts du Congo, en fait qui est apparenté à la girafe, et qui a été découvert après une enquête qui se fondait d'abord sur des récits de pygmées, notamment sur la découverte de certains éléments anatomiques, des morceaux de peau, etc., jusqu'à ce que finalement on en ait un crâne, et puis pour terminer, qu'on puisse trouver l'animal vivant et le capturer. Donc ça, c'est toujours cité comme un des grands triomphes de la cryptozoologie, même si à l'époque le terme n'existait pas.
Et puis plus récemment, on peut citer dans les années 90 la découverte d'un autre animal, d'un autre mammifère d'une bonne taille, le saola, qui vit dans certaines forêts reculées du Vietnam. Et là aussi, il y a d'abord eu des rumeurs, la découverte de cornes de cet animal, puis de peau. Et puis finalement, on a pu l'observer, le photographier et même le capturer, alors qu'il était complètement inconnu de la science. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'une espèce disparue, en tout cas officiellement disparue, venant de la préhistoire, puisse avoir muté et se transformer en un animal qu'on n'avait jamais vu? Alors je suis au cœur de la cryptozoologie. Oui, alors en réalité ça s'est déjà produit. C'est pas forcément de nouveau avec des animaux très spectaculaires, mais il y a des animaux qu'on a découverts d'abord à l'état fossile avant de s'apercevoir qu'ils vivaient encore dans notre monde. Hein. Formidable, lesquels? Le plus célèbre d'entre tous, c'est sans doute un poisson, qui est le sélacanthe, et on connaissait des sélacanthes fossiles depuis le début du 19e siècle pratiquement, et un beau jour de 1938, un chalutier sud-africain a ramené dans ses filets un gros poisson étrange qui a été identifié assez rapidement en fait par des ichtyologistes comme étant un sélacanthe bien vivant. Et on sait maintenant qu'il y a une population de sélacanthes dans l'océan Indien au large des côtes sud-africaines et des Comores. Il y en a une autre en Indonésie, c'est un poisson qu'on a pu filmer, dont on a capturé un certain nombre d'exemplaires, alors qu'on pensait que ce groupe de poissons avait disparu depuis 80 millions d'années à peu près. Et ça s'arrête au poisson, on n'a jamais retrouvé avec quatre pattes? On a trouvé par exemple en Amérique du Sud, il y a une trentaine d'années maintenant, un pécari, c'est-à-dire une espèce de cochon sauvage qui appartenait à une espèce que l'on connaissait par des fossiles. Et on pensait que c'était un animal éteint, et on l'a retrouvé bien vivant dans le Chaco, à la limite de la Bolivie et de l'Argentine. Vous m'avez cru Pierre, je suis cher. Alors, il est intéressant de voir à quelle époque d'ailleurs s'ancre le début de la légende du Loch Ness, en 1934 donc. Je rappelle que l'année précédente, le film King Kong sortait au cinéma et connu un immense succès. Le Monde perdu de Conan Doyle est depuis 20 ans le livre de chevet des Britanniques. Ce sont aussi les débuts de l'ufologie. Alors ça c'est intéressant parce que je trouve qu'il y a un parallèle moi avec l'ufologie, avec les ovnis, parce qu'il y a des témoignages sérieux, en tout cas sincèrement sérieux. Les gens ne viennent pas pour dire des bêtises pour s'amuser à le faire. C'est pas du gag. Et je trouve qu'il y a un vrai parallèle. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Il y a un parallèle. Il y a des gens qui sont absolument sérieux et sincères quand ils parlent d'objets volants non identifiés, et de soucoupes volantes. De même qu'il y a des gens parfaitement sincères qui parlent du monstre qu'ils ont vu dans le Loch Ness. C'est pas toujours des canulars ou des fraudes volontaires. Il y a une base de récits sincères que l'on ne peut pas éliminer. Ça ne veut pas dire qu'il y a une réalité derrière ces récits, mais la sincérité des témoins, à mon avis, ne peut pas être mise en doute. Éric Buffetot, on se retrouve dans 3 minutes après avoir écouté Au clou et pomme, Galloray. Au clou et pomme sur France Inter, Galloray. Alors, Nessie, on l'aime bien, s'il existe. Alors peut-être qu'il pense qu'il est seul à exister, à nous fasciner. Mais il n'est pas seul. Il y a de la concurrence, figurez-vous. Parce qu'il y a un autre monstre, lacustre, fameux, le Mokele Mbembe, vous connaissez? Oui, enfin, je ne connais pas personnellement, mais... Un animal inconnu supposé vivre ou avoir vécu dans les affluents du fleuve Congo. Alors en 2012, la documentariste Marie Voignier réalise un documentaire passionnant, intitulé tout simplement L'hypothèse Mokele Mbembe, sur les pas de Michel Ballot. Lui, c'est un explorateur qui, depuis des dizaines d'années, cherche, alors en vain, la bête mystérieuse. Alors, les premières années où je suis venu ici, dans la région, c'est vrai que je me disais, finalement... toutes les conditions sont faites pour qu'une grande espèce animale puisse vivre dans cette zone, et puis en pensant que je verrais rapidement cette espèce. Et puis on se trompe. C'est comme voir les éléphants. Ici, c'est un secteur à éléphants. Il y a une concentration d'éléphants de forêt énorme. Mais voir un éléphant est très difficile. Donc, voir un animal qui vit dans l'eau, qui passe de rivière en rivière, dans des grandes rivières, qui peut vivre dans des marécages comme celui-ci, c'est vrai, relève de la chance. C'est la rencontre que tu espères toute ta vie, quoi. Quelque chose de très bref, mais de très intense. Voilà, ils ont un côté Don Quichotte, ces explorateurs qui se battent contre les moulins de l'incrédulité, on pourrait dire. Un peu romantique aussi. D'ailleurs, ce film interroge d'une très jolie façon la valeur du témoignage. Dans ce cas, on sent bien que les habitants des rives Congo veulent à la fois lui faire plaisir, mais qu'ils perpétuent surtout une tradition orale.
mystique, je me demande finalement si le travail du cryptozoologue, c'est pas d'abord un travail d'anthropologue. Certainement, parce qu'il faut faire la part entre ce qui est de la légende, du mythe, et de ce qui correspond éventuellement à une créature réelle. Et c'est parfois très difficile, surtout dans certaines cultures qui ne sont pas les mêmes que la nôtre, où on fait une distinction plus nette entre les différents aspects de la réalité. Et le Mokele Mbembe, c'est une énigme cryptozoologique qui remonte au moins au début du XXe siècle et qui reste non résolue, avec des gens comme Michel Ballot qui essaient de la résoudre avec beaucoup de persévérance, mais jusqu'ici sans résultat concluant. Alors, est-ce qu'on peut considérer, ce sera ma dernière question, que par exemple l'histoire de la bête du Gévaudan, c'est typiquement la tradition orale, et qu'on est dans la tradition orale historique. Alors, on n'est plus dans l'anthropologie, on est dans l'histoire. Ah, la bête du Gévaudan, c'est quelque chose de parfaitement historique. Et là, c'est un animal qui a existé, qui, hélas, ça fait des dizaines de victimes dont on connaît les noms, dont on connaît la date de décès et les circonstances. C'est de la cryptozoologie, si on veut, dans la mesure où il y a tout un édifice d'explications qui s'est fait autour de la bête du Gévaudan, alors que le plus vraisemblable, et ça a été dit à de nombreuses reprises, c'est qu'il s'agissait d'un loup ou de plusieurs loups qui dévoraient des gens comme le faisaient régulièrement les loups à cette époque. Et néanmoins, il y a tellement de choses qui ont été racontées sur la bête du Gévaudan depuis le XVIIIe siècle, puisqu'elle a sévi autour de 1745, que c'est devenu une grosse énigme historico-cryptozoologique et que le nombre de livres à son sujet est immense. Absolument, et fascinant. Et c'est fascinant, j'en conviens. Oui, c'est fascinant. Merci infiniment, Éric Buffetot. Merci, au revoir. Merci. C'était Affaires sensibles, aujourd'hui le monstre du Loch Ness.